Dimanche après-midi, en Grande-Bretagne, un individu armé d'un couteau a grièvement blessé 2 personnes dans le sud de Londres. Le terroriste, un certain Sudesh Aman, sortait tout juste de prison après avoir été condamné pour avoir diffusé de la propagande islamiste et ses envies de commettre des attentats. Après 2 mois de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, le texte défendu par la majorité arrive au Palais Bourbon, une dernière séquence politique qui pourrait durer et qui n'est pas sans importance. Alors qu'il poursuit sa route, le coronavirus commence à poser de plus en plus de problèmes à travers le monde. Les mesures de quarantaine déplaisent à certains pendant que les premières pénuries se font sentir. Retour sur une épidémie non sans conséquences économiques. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition qui marque l'entrée de TV Liberté dans sa 7e année, après avoir fêté un 6e anniversaire en grande pompe vendredi dernier, avec plus d'1 millier de personnes venues pour l'occasion. Gageons que nous avons encore de longues années devant nous, à vos côtés. Et à la une, attentat islamiste à Londres dimanche après-midi. Un individu armé d'un couteau a blessé 2 personnes sur High Road dans le quartier de Streatham au sud de Londres. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Les autorités n'ont pas tardé à considérer les faits comme un attentat terroriste. Londres dans le viseur du terrorisme islamique. 2 mois après une attaque au couteau à London Bridge qui avait fait 2 morts, le scénario se répète. Dimanche, en début d'après-midi, au sud de la capitale britannique, un individu armé d'un couteau a blessé 2 personnes. Un homme actuellement entre la vie et la mort et une femme plus légèrement blessée. Une 3e personne a également fait les frais de cette attaque puisqu'elle aurait reçu un éclat lors d'un des tirs de la police qui a abattu l'assaillant. L'individu portait une fausse ceinture explosive, de quoi choquer les résidents du quartier. Le terrorisme en bas de chez vous, une réalité bien installée en Europe depuis plusieurs années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'assaillant de ce week-end ne dénote pas avec ses prédécesseurs. L'homme, un certain Sudesh Aman, était en effet déjà bien connu des services. Condamné en 2018 à 3 ans et 4 mois de prison ferme pour diffusion de propagande islamiste, il venait tout juste de sortir de prison. Il publiait des appels au djihad sur le service de messagerie WhatsApp avec ses frères, notamment un magazine lié à Al-Qaïda ainsi que des mises en scène violentes comme le faisait l'État islamique. L'homme a été libéré en janvier après avoir purgé une petite moitié de sa peine. La perquisition de ce logement aurait révélé de nombreux documents liés au terrorisme, notamment des tutoriels pour fabriquer des explosifs et se battre avec un couteau. Selon certaines sources, il aurait incité sa petite amie à décapiter ses parents. Dans les carnets retrouvés au domicile du terroriste, plusieurs écrits montrent qu'il poursuivait l'objectif de mourir en martyr. Son attaque de dimanche a été revendiquée par l'État islamique. La réforme des retraites passe sur le grill parlementaire. Après 2 mois de mobilisation syndicale et populaire, le texte de la discorde fait péniblement son entrée au Palais Bourbon. Olivier Frère-Jacques. Après le temps des manifestations vient à présent celui des débats parlementaires sur la question des retraites. Déjà plus de 22 000 amendements ont été déposés sur le projet de loi ordinaire et concernant donc le passage au régime universel. Le but, améliorer le projet, gagner du temps, faire du bruit. Selon l'origine et la volonté des députés, l'objectif diverge. Les députés pouvaient encore déposer des amendements sur le projet de loi organique concernant la règle d'or d'équilibre financier jusqu'à 17h lundi. À cela s'ajoutera les amendements des 7 rapporteurs du texte et du gouvernement qui ne sont pas tenus par ces délais. À regarder dans le détail, on s'aperçoit que l'immense majorité des amendements émanent aujourd'hui de la France Insoumise, près de 90%. Accusé d'obstruction parlementaire par la majorité, le parti mélenchoniste fait logiquement valoir son caractère contestataire et son alignement sur l'intersyndical. La majorité dénonce une volonté des Insoumis de dégrader le débat. En agissant ainsi, LFI semble définitivement prendre la main en matière de contestation sociale. Le groupe LR a déposé 1148 amendements, les communistes un petit demi-millier et les socialistes 283. Le RN et ses quelques dizaines d'amendements de suppression semblent bien en retrait. Le parti de Marine Le Pen pourrait par ailleurs se rallier à la motion de censure envisagée par la gauche.
Concrètement, nombre des amendements présentés par les partis d'opposition ne présentent aucun intérêt. Mais certains pourraient permettre de changer le texte, au moins à la marge, sur des questions comme la pénibilité, la fin de carrière progressive ou encore la majoration des points par enfant. Un ajustement du minimum retraite pourrait aussi voir le jour. Après la bataille médiatique qui a opposé la majorité à une opposition de gauche et à l'intersyndicale contestataire, vient à présent un temps plus procédurier, mais qui pourrait durer et surtout compter pour de nombreux salariés, les plus pauvres, les mères de famille ou encore ceux qui exercent une profession éprouvante. Le coronavirus s'installe dans le village monde. Le dérivé du SRAS continue de pousser la mondialisation dans ses retranchements. Alors que l'OMS a décidé de classer l'épidémie en urgence de santé publique de portée internationale, les premières difficultés logistiques commencent à se faire sentir. 17 485. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus poursuit sa courbe. Le week-end seul a donné lieu à plus de 6 000 contaminations supplémentaires. Une hausse qui se prolonge donc de manière exponentielle. On déplore désormais 362 morts au total, mais pour la première fois, un patient est décédé en dehors de l'Empire du Milieu. Il s'agissait en effet d'un ressortissant chinois en voyage aux Philippines. Alors que les ministres de la Santé des pays du G7 se sont entretenus par téléphone ce lundi après-midi, plus de 25 pays sont désormais concernés par la maladie. La Russie, qui a déjà annoncé avoir fermé ses frontières terrestres avec la Chine, épicentre de l'épidémie, a également fait savoir ce lundi matin qu'elle expulserait les étrangers malades. Une annonce pour le moins claire qui tranche avec la plupart des autres pays du monde. L'ambassadeur de Chine en France a notamment expliqué qu'il ne jugeait pas nécessaire de couper les liaisons aériennes avec l'Empire du Milieu. Un Empire du Milieu de plus en plus bousculé dans son fonctionnement. Au-delà des drones qui traquent les personnes ne portant pas de masque dans les rues, la diplomatie chinoise a annoncé ce lundi matin avoir besoin de matériel médical de toute urgence. Le ralentissement du pays depuis les mesures de confinement complique particulièrement le fonctionnement des usines et celle des masques n'échappe pas à la règle. De quoi laisser penser que la production ne sera pas suffisante pour l'exportation, ce qui n'a pas empêché la France, la Grande-Bretagne, le Japon ou la Corée d'expédier une partie de leur stock. Un stock qui pourrait pourtant ne pas être de trop. Et cette logique pourrait aller au-delà des fournitures médicales, notamment jusqu'aux médicaments en général, puisque la Chine est à l'origine de la grande majorité des substances actives des médicaments commercialisés. Quoi qu'il en soit, l'économie est également frappée de plein fouet par l'épidémie. En plus de la chute de la consommation, s'ajoute la dégringolade de la principale place financière de l'Asie, la bourse de Shanghai, qui a en effet chuté de 8 points. En Europe, la situation est moins exsangue. L'Allemagne, avec ses 10 malades, le plus grand nombre de personnes contaminées dans l'UE, a procédé au rapatriement de ses ressortissants, à l'instar de la France où le nombre de contaminés reste à 6 personnes. Les rapatriés de Wuhan ont été installés sur 2 sites, l'un à Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône et l'autre à Aix-en-Provence. Pour l'heure, tous les tests effectués sur les patients présentant des symptômes possibles de coronavirus se sont révélés négatifs. Zone d'ombre depuis le début de l'épidémie, le continent africain, en effet, aucun malade n'y aurait été recensé pour l'heure. Surprenant, au vu des échanges entre la Chine et l'Afrique depuis ces dernières années. En réalité, tout porte à croire que certains cas pourraient être passés entre les mailles du filet. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité. En bref, c'est avec Géraud Dufayet. Moins de morts sur les routes et baisse record de tués en 2019. Avec 9 morts de moins qu'en 2018, l'Hexagone a quasiment stagné en 2019, enregistrant une légère baisse de 0,3% selon les données de la sécurité routière. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner se félicite de ces résultats historiques en défendant le passage aux 80 km/h sur les routes secondaires instauré par le gouvernement en 2018. Un enthousiasme gouvernemental qui peut cependant être relativisé. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, près de 70% des radars ont été dégradés, restant hors service des mois durant pour certains. Une période qui concorde avec celle du bilan présenté par la sécurité routière. Ainsi, de nombreux internautes mettent en relief le possible rôle joué par les radars hors service, remettant en cause l'utilité sécuritaire de ces derniers. Un véritable affront à la mémoire de Roger Olindre. L'ancien combattant et figure historique du Front National a dû attendre son décès pour se voir condamné par le journal Libération.
En effet, le quotidien, déjà auteur d'un portrait frileux quant au passé de résistant de Roger Olindre, a affirmé que ce dernier a été condamné en diffamation pour ses propos tenus à l'encontre de M. Jack Lang. En 1998, le vieil ami de Jean-Marie Le Pen accuse publiquement Jack Lang de crime pédophile, sans omettre de rentrer dans les détails et provoquant quiconque lui prouverait le contraire. Contrairement à ce que certifie Libération, Roger Olindre n'a jamais été condamné par l'appareil judiciaire pour ses propos. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir accusé M. Lang de pédocriminalité. Aucun n'a jamais été inquiété. Le passé militant en faveur de la pédocriminalité de Libération semble avoir rattrapé le jugement de ses collaborateurs. Un début de campagne mouvementé pour le Premier ministre. Vendredi dernier, Édouard Philippe a annoncé officiellement sa candidature à la mairie du Havre. Vivement critiqué pour sa réforme des retraites, il a été accueilli par des centaines de manifestants criant leur colère et dénonçant une combine politicienne. En effet, le candidat à la mairie a annoncé que s'il est élu, il resterait également à Matignon et reviendrait une fois sa tâche accomplie, s'assurant ainsi une place à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Si beaucoup de Havrais sont dubitatifs quant à son retour au Havre, les questions qui entourent sa candidature vont bien au-delà de la ville portuaire. Alors que le pays fait face à des contestations de tout type, certains s'interrogent sur le temps que le chef du gouvernement va consacrer à sa campagne. Bienvenue sur Arthros TV, la télé qui déride. Des résidents d'une EHPAD de Mimizan, petite ville des Landes, ont décidé de créer leur propre journal TV. Avec humour et autodérision, ces retraités ont travaillé durant toute une année avec joie et sans se prendre au sérieux à la réalisation de cette initiative amusante et décalée. Au travers de reportages et d'interviews, des sujets comme les gilets jaunes, la canicule ou la fracture numérique sont traités au second degré dans un JT de 25 minutes. Pas de retraite à 65 ans pour ces nouveaux confrères journalistes, comme nous le prouve Gisèle, l'animatrice vedette d'Arthros TV de 96 ans. Et ben voilà, de quoi me rassurer sur mon avenir. Dans un instant, on découvre un nouveau numéro, des nouveaux talents. Cette semaine, un entretien avec le musicien français Bertrand Burgala. Quand je repense vraiment au premier choc comme ça, il y a des choses que j'ai mis très longtemps à retrouver. Il y a une scène dans le Judex de Franju qui m'avait beaucoup marqué, qui était une scène assez, enfin que je trouvais assez érotique. Mais voilà, c'est des choses qui m'ont marqué de façon assez inconsciente. Il y a un film qui a eu beaucoup d'importance pour moi, mais dont j'ai beaucoup parlé parce que c'était un peu mon rosebud. C'est un film tchèque qui s'appelle Automate des désirs en français, ou Les Chevaliers des rêves, Les Chevaliers du rêve, je sais plus, il y a eu plusieurs titres, et que j'ai vu en 68 à la télévision, et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver, à essayer de faire ressortir, et j'ai eu la chance, il y a 10 ans, j'avais eu une carte blanche sur Ciné-Cinéma, et on avait pu le diffuser. Et pourquoi ce film t'avait marqué? Parce que film tchèque, assez peu connu. Eh bien parce que ça faisait partie, parce que c'était un film assez merveilleux, c'est des enfants qui rentrent dans une fusée, alors je comprenais pas très bien, j'étais persuadé que c'était américain. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Jean-François Ozol pour la deuxième partie de son propos sur les mythes et réalités du réchauffement climatique. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot-de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le dernier miracle de notre civilisation de progrès aura peut-être échappé à certains. Il faut donc en parler. Voici ce miracle. Un homme transgenre et son compagnon non-binaire ont dernièrement eu un enfant issu de la semence de vie d'une femme transgenre, mais mis au monde par l'homme transgenre du couple. Bien. Comme la pédagogie est l'art de la répétition, je réexplique, car moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Bis repetita, voici donc le miracle. Un homme transgenre et son compagnon non-binaire ont dernièrement eu un enfant
issu de la semence de vie d'une femme transgenre, mais mis au monde par l'homme transgenre du couple. Bon, je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris, mais je fais comme si. Donc, partons du principe que ce n'est pas très compliqué et que ce miracle évoque tout simplement la fin de la famille patriarcale construite sur l'hétérosexualité. Effectivement, ce n'est pas très compliqué. Si l'on souhaite en savoir plus et creuser ces pistes décoiffantes, il est toujours possible de se rendre sur le site Observatoire des transidentités afin d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, l'on y verra plus clair. L'on pourra découvrir tout un ensemble de sigles kabbalistiques, FT, FTM, MTF, qui ressemblent à des ondes de stations radio et qui sont censés ouvrir le chemin du bonheur aux individus ou aux personnes. Un mot masculin, individu, et un mot féminin, personne, comme ça, pas de jaloux. Qui s'en réclament? L'on pourra constater que tout ce qui est expliqué est brumeux et brouillardeux à souhait, comme le ciel d'Écosse en plein été. Car rien n'est jamais définitif dans le monde merveilleux de la non-binarité. Vous pouvez être un homme, être né avec des chromosomes XY, mais aimer les mini-jupes roses tout en vous faisant appeler Robert et épouser Jean-Luc, qui est une femme, et le lendemain troquer votre mascara pour de la mousse à raser. Les possibilités sont infinies. Infinies pour tomber dans la plus effrayante des déprimes, comme l'expliquent un certain nombre de personnes qui se sont amusées à ce petit jeu et qui crient désormais leur désespoir. Mais il est désormais trop tard pour eux. Les sorciers diaboliques qui les ont manipulés les ont fait tomber dans un piège aussi mortel qu'inextricable. Le monde normal va-t-il un jour se réveiller ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.